Nous sommes soldats, soldats, combattants pour Christ. pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, Notre invité du jour est Jean-Pierre Dickès. Bonsoir Jean-Pierre Dickès. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de TV Liberté. Alors, Je suis très content de retrouver. Pour la deuxième fois, vous étiez venu la fois précédente pour la réédition de votre livre qui était l'ultime C'est transgression. ça, c'était une réédition déjà. Vous oui, êtes oui. médecin, vous êtes président d'une association humanitaire catholique, Rosa Mystica. Non, c'est l'association catholique des infirmières et des médecins qui a comme, entre autres, comme activité une activité missionnaire extrêmement développée qui s'appelle Rosa Mystica Aux Philippines. et qui se traduit par la présence de trois dispensaires aux Philippines. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier livre qui est la fin de l'espèce humaine. Donc c'est le troisième ouvrage en quelque sorte d'une trilogie. Parce qu'il y a eu Exactement. une transgression Oui, avant, oui. notamment. Et vous y abordez notamment la question du transhumanisme. Pour commencer cette interview, on avait déjà posé cette question la dernière fois, mais c'est important de le replacer. Qu'est-ce que le transhumanisme ? Alors, il faut voir une chose, d'abord, c'est que le transhumanisme a ouvert une université qui s'appelle Singularity University à Silicon Valley, et elle a annoncé qu'elle en ouvrait une à Paris, donc dans les jours qui viennent. Alors, singularité, c'est le moment pour les transhumanistes où la machine informatique sera devenue plus intelligente que l'homme lui-même. Alors, que va-t-il se passer? Et c'est cela que les transhumanistes sont en train de, non pas de monnayer, mais de discuter et de réfléchir. Mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart des gens, c'est une émanation de puissance financière ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas ça. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une idéologie
Et personne ne s'en rend compte, c'est une idéologie qui se cache sous des bons prétextes qui sont on va améliorer la santé des gens, on va même les amener à l'immortalité. Alors, cher monsieur, si on vous dit vous n'allez plus avoir aucune maladie, vous allez être content, et puis on va vous rajouter 10 années de vie ou 20 années de vie, vous allez être content. Bon, peut-être que vous serez aussi content qu'on vous dise que vous allez vivre éternellement. Ça, c'est certain. C'est une idéologie, parce que, puisque nous sommes en période de Noël, il s'agit en réalité, alors que Noël, c'est Dieu fait homme, il s'agit simplement que l'homme soit fait Dieu. C'est ça le fond du problème. Par la science. Et Dieu étant le créateur de l'homme, il appartient aux transhumanistes de créer un homme nouveau. Comme dans toutes les idéologies, si vous créez Pol Pot ou Staline, vous les créez, c'était l'homme générique de Marx, toutes les idéologies voulaient créer un homme nouveau, y compris le docteur Guillotin et le docteur Marat, qui voyaient appeler de leur vœu une nouvelle humanité. Il s'agit donc bien de créer une nouvelle humanité dont les transhumanismes limiteront les concours. Bon. Les contours, pardon. Alors, si je peux continuer sur là. Mon premier ouvrage, ça s'appelait L'homme artificiel. Tout y était, il était de 2006. Ça représentait, sur la couverture, il avait été représenté un humanoïde, de loin, comme ça. Qu'était cet humanoïde? Et je donnais la réponse, on m'a demandé si j'étais fou ou quoi. Cet humanoïde, ça pouvait être deux choses. Ça pouvait être un homme dont on avait remplacé le cerveau par un ordinateur. Et ça pouvait être aussi un robot dont on avait remplacé le cerveau par de la viande, par des neurones, par un véritable cerveau humain. Tout est là. Voilà la perspective, je l'ai donnée en 2006. Alors, après, bien sûr, vous allez me demander, mais comment ça peut se faire? Quels sont les moyens? Sauf si vous aviez une autre question à me poser. Non, allez-y, après Marcel aura une question. Il faut comprendre, volontiers, oui. Il faut comprendre que pour faire une humanité nouvelle, il est indispensable de la couper à la fois de son passé et de son futur. Tout ce qui se passe, la liquidation des humanités, du latin, de l'histoire, mais la disparition des traditions populaires, la disparition de l'artisanat, tout ça, ça entre dans le même schéma. L'idée est que nous n'avons plus besoin du passé, et nous n'avons plus besoin du futur. Alors Jean-Pierre Dickès. Et le futur et le passé n'ont pas besoin de nous. Je vous pose une question. Oui, je vous en prie. Vous parlez de biologie dévoyée dans cette notion aujourd'hui qui n'est plus une fiction, qui est des grossesses ex-utéro. Elles seront demain. Ectogénèse, oui. Ectogénèse, qu'on appelle l'ectogénèse. Vous dites que c'est un danger, mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Il y a de très nombreux scientifiques qui multiplient les objections sur cette avancée entre guillemets, de la science. Oui, pour une raison fort simple, c'est que c'est pas le tout de mettre au point un homme ex-utéro, il faut qu'il soit en bonne santé. Et c'est ça, actuellement, auquel les scientifiques se heurtent, c'est que les conditions du développement de l'ectogénèse sont tellement difficiles qu'on n'est pas sûr que les enfants qui seront nés par ectogénèse ne seront pas des attardés mentaux. Et ça, évidemment, il n'y a aucun savant qui, pour l'instant, ose prendre ce risque. Il y a aussi beaucoup d'objections morales que les scientifiques intègrent aussi. Tout à fait, mais oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et vous pensez que c'est un véritable danger, cette ectogénèse? Ah bah c'est évident, oui, c'est évident. Pour quelle raison, mais ça n'est pas le pire. Bon, bah, tout simplement, pourquoi? Bah, parce que ça va contre la nature, je veux dire, et même l'ectogénèse sera un moyen de régulation de la population. C'est l'État qui dira, bon, ben, on a besoin de tant de bébés, donc on va développer dans tant d'éprouvettes le nombre de bébés. Et ça se résume très très bien, le sexe, c'est pour la bagatelle, et la procréation, c'est les machines, c'est réservé aux machines. Alors, dans les dénonciations que vous faites, vous en faites une sur ceux qui combattent le vieillissement.
Mais l'immortalité est pourtant un vieux rêve hein, de l'homme. Et après tout, si je pouvais vivre jusqu'à ce que l'âge de Mathusalem, ça serait pas plus mal. Oui, alors ça pose bien sûr un problème réel que vous allez comprendre. Actuellement, toutes les années, chaque année, l'homme a son espérance de vie qui augmente de 3 mois. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 30 ans ou 40 ans, notre humanité sera une immense maison de retraite. Il n'y aura plus que des vieux. Bon, qui auront 20 ans, 130 ans, 140 ans, voire 150 ans. Et c'est là où les transhumanistes interviennent. Ils disent, bah, bien sûr, c'est une bonne idée de vivre très longtemps, mais on ne va pas pouvoir être juxtaposé sur une Terre qui, elle, n'a pas grandi. D'où l'idée, en fait, de transposer les êtres humains dans des machines qui sont des ordinateurs, de manière à les réduire littéralement, et c'était ça le thème du livre L'ultime transgression, c'est la transformation de toute l'humanité en des microprocesseurs. Or, vous savez qu'actuellement, selon la loi de Moore, on divise par 2 la taille des microprocesseurs, ou autrement dit, on augmente leur puissance par 2 tous les ans, et ça se fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, par exemple, la vie entière d'un homme pourra tenir dans l'équivalent d'une épingle de cravate, où on aura la totalité. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui ont commencé dans ce sens-là, qui recueillent la totalité de leurs informations, de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils voient, des lieux où ils vont, etc. Je ne sais d'ailleurs pas à quoi ça va servir. Alors, dans un chapitre dédié à l'ADN, vous parlez d'un petit garçon fabriqué sur mesure, un certain Connor Levy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça paraît de la science-fiction, en fait. C'est un enfant qui a été fait sur mesure par ses parents. Voilà. Alors ça, nous sommes dans des réalités qui sont prégnantes. On n'est pas au niveau de la science-fiction. Bon, vous savez très bien qu'avec l'avortement, nous sommes en plein eugénisme. Par les moyens de l'imagerie médicale, radiologique, on voit tout de suite qu'un enfant a une fente palatine, un pied beau, bon, et bien maintenant c'est l'avortement. Donc nous avons accepté par l'avortement cette mentalité eugénique. Nous passons à un stade supérieur qui est celui de la connaissance de l'ADN. Alors l'ADN, pour nos téléspectateurs, je résume ce que c'est, ce sont des chaînes d'acides aminés. Il y a 18 acides aminés dans la nature, il y en a 4 qui forment les chaînes d'ADN. Une chaîne d'ADN dans une cellule que vous ne voyez pas, qui est ici au bout de mon doigt, mesure 3 mètres. Cette chaîne, c'est ces 4 acides aminés. Nous apprenons progressivement à connaître ces chaînes d'ADN, ce qui permet, comme vous le savez, de retrouver les criminels 30 ans après ou 40 ans après, parce qu'on a retrouvé Par les algorithmes, d'ailleurs, les chaînes d'ADN permettent de remonter dans le temps, c'est-à-dire de se placer il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, à partir de poussières qui sont trouvées autour des pharaons dans les pyramides. Bon. Or, c'est une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui travaille à l'université d'Ouméa, qui se trouve en Suède. Et cette personne-là a découvert très astucieusement un morceau de chaîne d'ADN dont on ne connaissait pas l'usage et qui revenait régulièrement. Mais il faut vous dire que l'ADN parlant ou codant que l'on connaît ne représente même pas 5% de l'ensemble de la chaîne d'ADN. Il y a encore tout un monde à découvrir qui se fera progressivement. Donc cette personne-là a récupéré ce petit morceau d'ADN, elle l'a transformé, et elle l'a transformé en un véritable couteau. C'est-à-dire que ça s'appelle les CRISPS, CRISPS-CA9. Bon. Ça sert de couteau, c'est-à-dire que ça peut couper une chaîne d'ADN, enlever des éléments de la chaîne d'ADN, les remplacer et mettre autre chose à la place. Bon.
Et qu'est-ce que cela donne? Si on met ça sur des embryons, ça donne ce qu'on appelle des mutants. C'est ça le terme exactement, c'est la transformation d'un être humain par mutation de ses chaînes génétiques. Et ce petit Connor Lewis, c'est... Alors, attendez, on y arrive. Hein. Alors, les seuls à avoir... Alors, c'est tout récent. Et les seuls à avoir osé faire ça complètement, ce sont les Chinois qui ont fait des embryons mutants. Et ils n'ont pas osé, devant le Hourvari international, les laisser se développer. Probablement, ça aurait été des monstres, on ne sait pas, ou probablement, ça aurait été des hommes d'une intelligence extraordinaire. Bon. Alors maintenant, on repère l'ensemble des maladies par l'ADN très facilement. Avant, quand les premières chaînes d'ADN, ça coûtait 1 milliard de centimes de francs à étudier. Bon, quand ça a été découvert, Monod voyait le séquençage en 1965, il voyait le séquençage des chaînes d'ADN pour 2050. Bon, actuellement, c'est un simple appareil grand comme une machine à café, et ça vous sort les chaînes d'ADN entre 200 et 400 € en Belgique. Bon, et qu'est-ce que vous disent les documents? Ils vous disent, ben écoutez, monsieur, dans votre chaîne d'ADN, on voit une possibilité d'apparition de diabète en telle année, une possibilité d'infarctus en telle année, et on détecte un certain nombre d'affections, et ben, ça coûte 800 €, 900 €, et on est capable actuellement de découvrir, pour un prix raisonnable, 400 maladies différentes. Eh bien, tout simplement, dans le cas de l'enfant Connor Levy, on a supprimé, cette femme, avec son mari, ont fait féconder un ensemble d'ovules, en la réalité 13. On a regardé s'il y avait des anomalies génétiques. Il n'y en avait que 3 qui n'avaient aucune anomalie génétique. Sur les 3, on en a implanté 2, ça a raté, le 3e, ça a marché, et nous avons un enfant qui s'appelle Connor, qui théoriquement est parfait, c'est-à-dire n'a aucune maladie génétique. Et ce garçon, on ne sait pas dans quelles conditions, bien sûr, il va vivre et survivre. Ça, on ne sait pas encore. Il faudra un petit peu de retard pour voir si, effectivement, il n'attrape pas une grippe et puis qu'il n'en meurt pas. Parfait. Retour sur le plateau de TV Liberté avec des journalistes pas 100% parfaits. S'agissant de l'intelligence artificielle, bon, on avait tous en tête le film de Spielberg, bien sûr, c'est lui qui a révélé cette notion-là au grand public. Et puis aujourd'hui, on a la déclaration de Stephen Hawking qui dit en gros que l'intelligence artificielle pourrait mettra fin à la race humaine. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est sous les auspices de Stephen Hawking, qui pourtant est un savant darwiniste, hein, que ce livre est placé. Je reprends plusieurs de ses déclarations au sein de ce livre, et je commence par ça, pratiquement, en disant, ben oui, l'intelligence artificielle, à un moment, c'est lui-même qui le dit, deviendra tellement importante qu'elle risque de détruire la race humaine. Il utilise le terme de race, n'en déplaise à M. Hollande, qui dit que les races n'existent pas. Lui a dit peut mettre fin à la race humaine. Mais le terme générique d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très 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 vaste. C'est, bon, par exemple, vous avez des électrocardiogrammes, je ne sais pas si vous avez déjà passé des électrocardiogrammes, vous avez des électrocardiogrammes qui vous font le tracé, qui vous donnent en dessous le diagnostic et qui vous donnent le traitement, auquel vous pouvez inclure votre passé pathologique et d'autres éléments que vous voulez, et qui va vous affiner votre traitement. Et d'ailleurs, le cardiologue, il n'a plus grand-chose à faire dans ces cas-là. Et ça, le pouvoir médical ne se rend pas compte de ça, parce que des choses comme ça, c'est la même chose pour plusieurs spécialités médicales. On vous prend une radio des poumons, eh bien, on va la mettre sur un support et va être confronté à plusieurs centaines de milliers de radios du même type et qui auront été affinées par les algorithmes, c'est-à-dire des projections dans le futur d'un certain nombre d'éléments qui constitutifs d'un corps de connaissances, vous voyez.
Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'intelligence humaine? On voit bien qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Je veux dire, un ordinateur, face à un ordinateur, c'est l'humain qui gagne. Oui. Est-ce que cette notion-là peut encore évoluer défavorable, Alors, en notre défaveur, pardon. c'est une question très importante sur laquelle je vais me pencher dans mon prochain ouvrage. Parce qu'il y a certainement plusieurs types d'intelligence qui prennent des formes différentes et je suis sûr, virtuellement, que si on vous greffe Google dans la tête, vous aurez une infinité de... Non, mais c'est ce qu'on a dit à Spielberg quand il est allé chercher des trucages pour son dernier film Jurassic Park. Il a rencontré des ingénieurs qui lui ont dit « Nous, on va greffer Google dans la tête des gens ». Bon. Et c'est la notion de déshumanisme qui est le H+. Nous sommes des H-. Les H+, c'est l'homme augmenté. C'est l'homme auquel on aura augmenté les capacités. Bon, je vais prendre un exemple très très simple qui va vous aider à comprendre. Vous avez des appareils auditifs, par exemple. Bon, eh bien, dans quelques années, vous allez avoir des appareils auditifs qui vous permettront d'entendre des ultrasons que les chiens entendent, mais que vous, pour l'instant, vous n'entendez pas. Voilà. C'est donc un homme augmenté par les oreilles. Eh bien, tout sera comme ça, la vue sera comme ça. Donc le but, c'est de faire des hommes qui auront des capacités augmentées. Bon, alors, jusqu'où ira leur intelligence? C'est là le problème réel. Ça peut être une bonne chose, par contre. Oui, c'est une bonne chose. Pour l'armée, pour... Oui, mais bien sûr, vous avez des robots dans l'armée, j'en parle, qui sont d'une intelligence tellement extraordinaire que quand ils meurent, les soldats américains les enterrent comme des hommes en leur rendant les armes et en jouant l'hymne américain, tellement ils sont sophistiqués et c'est devenu des camarades de combat auxquels on s'adresse. Hein, ça, c'est déjà comme ça. Alors, mais votre question, pour l'instant, j'espère pouvoir y répondre dans quelques années, jusqu'où ira cette intelligence artificielle? Bon, mais, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a plusieurs programmes internationaux qui visent à faire des cerveaux artificiels. Alors, le plus connu, c'était celui qui s'appelait Human Brain Project, qui était à Lausanne et qui a été transporté à Genève et qui s'appelle maintenant Blue Brain. Et il s'agit de reconstituer un cerveau artificiel, mais qui sera fait avec des éléments bioniques, si je puis dire, des éléments digitaux. Et la question... Alors, les Américains ont même, ça s'appelle Brain tout simplement. IBM en a aussi un autre projet. Bon, mais ces cerveaux artificiels, je veux dire, ils n'ont d'intérêt que si on peut leur donner un surcroît d'intelligence. Je veux dire que entre le capitaine Crochet avec son crochet et maintenant les bouts de bras qui sont commandés par le cerveau, il y a un progrès, il y a une évolution. Donc ce cerveau, eh bien tout simplement, il faudra le faire progresser et ça sera une super intelligence et probablement celui qui en sera le possesseur sera le maître du monde. Et vous parliez de greffer Google dans la tête des gens, justement, vous parlez de Google dans votre chapitre, l'homme bionique, et vous parlez de Google comme une pieuvre planétaire. Alors en quoi cette entreprise vous pose problème à vous ? J'ai esquissé la chose en disant que pour les transhumanistes, le futur n'a pas besoin de nous et le passé n'a pas besoin de nous. Bon. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour... On a quelques minutes. Bon. Quelques minutes. Bien. Il y a une photo qui a circulé. Si vous tapez sur Internet, vous tapez Merkel Naked, N-A-K-E-D. Ça veut dire nu, bon, en anglais. Photo de Madame Merkel avec deux de ses amis complètement nus, vous tapez ça, ça a été vu par 9 millions de personnes. Bon. Madame Merkel elle-même... Courageux. Oui, et Madame Merkel elle-même ignorait cette photo. Elle ignorait cette photo, elle a grossi depuis, moi aussi d'ailleurs. Bon, donc Madame Merkel ignorait cette photo, bon, on lui avait volé son passé. Et le passé, votre passé, Monsieur Bild, où il est maintenant? Il est dans le big data. Le big data, c'est l'ensemble de toutes les données qui passent
par Internet, par Facebook, Alibaba, etc. Tout ça, c'est rassemblé, c'est la grande donnée, et ce big data en connaît plus que vous sur votre passé. Parce que sur les centaines de courriels que vous avez pu envoyer dans votre vie, vous les avez oubliés. Big data les possède toujours, et les possédera toujours. Bon. Maintenant, c'est des données, ce ne sont que des données. Une donnée, il faut s'en servir pour que ça soit utile. Sinon, c'est un musée, un musée du souvenir, des cartes postales. Bon. Et c'est là où intervient un holding qui s'appelle Deep Learning. Ça veut dire apprentissage en profondeur. Bon. Ces gens-là, ce Deep Learning, je crois qu'il vient d'être racheté par Google pour 450 millions de dollars. Par comparaison, Peugeot, qui est une entreprise qui date de 120 ans, vaut 120 millions de dollars. Donc c'est une puissance. Ça s'est fait en 5 ans. Et que fait Deep Learning? Il analyse les données. Donc, les données du big data. Donc, si vous cherchez l'influence du bêta de la BDI-hydrogénase sur les carboxylases, etc., etc., Big Data, le Deep Learning, en l'espace de quelques secondes, va retrouver toutes les pages qui concernent ce sujet-là. Un homme, pour le faire, il lui faudrait une vie entière. Et Deep Learning a sorti 6 médicaments anticancéreux en même temps, et on a calculé que pour en faire un seul, il aurait fallu qu'un homme prenne 37 années de sa vie et que véritablement il serait mort avant d'arriver au bout de ces 37 années. Donc, Google a rassemblé dans ses mains une puissance qui est bien supérieure à n'importe quel État parce qu'elle possède la totalité du passé et prépare la totalité du futur. Votre trilogie, dont le troisième ouvrage est intitulé, on l'a dit, La fin de l'espèce humaine aux éditions de Chiré. Cette trilogie, elle porte un regard bien sûr très, très hostile au transhumanisme, et quand on lit ces ouvrages, on ne peut que partager ces énormes inquiétudes, ça c'est clair. Néanmoins, est-ce que l'on peut sortir de cela, de tout ce qui est la robotique, la bionique, la biologie, la génétique, etc. Est-ce qu'il y a des choses bonnes à espérer? Est-ce qu'il y a des nouvelles connaissances qui vont faire du bien à l'homme et qui font déjà du bien à l'homme? C'est ça quand elles sont maîtrisées. Oui, bien sûr. Dans le domaine, par exemple, des anticancéreux, il y a toute une série de... C'est même fabuleux, on n'en revient pas nous-mêmes. Nous, dans le domaine de l'immunologie, par exemple, on vient de mettre au point un anticancéreux qui va être le chef de file, un peu comme la pénicilline l'a été pour les antibiotiques, des traitements anticancéreux. Et ça concerne des cancers généralisés. Vous voyez, ça commence. Vous voyez, et ça, c'est les bienfaits, si je puis dire, de toute la bionique et toute la recherche informatique. Alors, comme vous dites, avec beaucoup de bon sens, est-ce que ça peut être utile? Oui, ça peut être utile. Mais la question, c'est de voir à long terme jusqu'où cela ira. Or, je passe d'un sujet à un autre, mais qui va vous aider à comprendre. Actuellement, il y a quelques années, les gens de Marseille ont mis au point des microprocesseurs qui sont plus fins qu'un cheveu, qui sont 10 fois plus fins qu'un cheveu. Bon. On utilise ces microprocesseurs pour mettre ça dans la tête des gens qui sont parkinsoniens, par exemple. Et c'est quelque chose de spectaculaire. Vous voyez des gens qui sont comme ça. Et au moment où on allume, on ouvre ces transistors comme on ouvrirait son ordinateur, ces gens-là, d'un seul coup, se relèvent et se mettent à marcher normalement. Alors, on utilise ça, par exemple, dans les acouphènes. Il ne faut pas croire que ça soit quelque chose de très complexe. On imagine un homme sanguinolent dans lequel on met une broche. Pas du tout. C'est fait par les fosses nasales. On fait un trou absolument minuscule à côté duquel une intramusculaire, c'est un tuyau énorme. Et on va mettre
par reconnaissance de l'imagerie médicale cet ensemble à l'endroit où on veut. Or, on a établi une cartographie du cerveau. Il y a le centre du bonheur, il y a le centre de la connaissance de la musique, il y a même le centre qui fait que l'homme, spontanément, croit en Dieu. Voilà. Et on peut implanter ça, mais ça va très loin parce que ça va jusqu'aux dépressions et même jusqu'à la tristesse. Mais il est possible de stimuler ces centres de manière extrêmement simple, de manière presque enfantine, par ce qu'on appelle l'électromagnétisme transcrânien. C'est un simple ruban que l'on met comme ça, on ne sent absolument rien du tout, et on peut stimuler ce centre du bonheur. Si vous vous sentez infiniment malheureux, eh bien on va stimuler ce centre du bonheur et on peut vous rendre infiniment heureux. Mais on peut aussi vous faire perdre la foi si on a décidé d'appuyer sur le centre qui permet de croire et de le déprimer en quelque sorte. Alors ça, c'est absolument fabuleux, c'est même incroyable. Alors il a été fait une cartographie depuis longtemps par l'imagerie radiologique médicale. Attention, elle permet de descendre jusqu'au niveau cellulaire. Et il y a 100 milliards de cellules dans le cerveau. Donc elle est capable de descendre jusque-là et d'agir à ce niveau-là. Et ça, c'est un danger extraordinaire pour les hommes, d'autant plus qu'il est possible de capter, par exemple, les pensées des hommes simplement en passant dans une porte. Vous voyez ? Donc, plutôt négatif finalement la technologie. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est comme une voiture. Vous comprenez, une voiture, elle peut servir à sauver la vie des gens, elle peut servir à tuer les gens. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise et le but dans lequel on l'utilise. Or, le but des transhumanismes, je l'ai fixé dans mes deux précédents livres, c'est-à-dire que l'idée, c'est de numériser votre cerveau et de le mettre dans un ordinateur où il occupera l'équivalent d'une perle absolument minuscule à côté de millions d'autres perles. Et je posais la question de savoir qui tiendra le manche de la valise avec la totalité des humains réduits à l'homme de micro-ordinateur. Pour l'instant, c'était V-Liberté qui est le meilleur centre de stimulation du bonheur, donc il n'y a pas d'inquiétude. Merci. Je ne dis pas non. D'être venu, vous reviendrez pour le prochain, s'il y en a Eh bien, écoutez, volontiers, oui, ou même je suis... Son intelligence artificielle. Merci, Jean-Pierre. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci, au revoir, et au revoir aux téléspectateurs.
over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Some strange noises heard around the world the last few weeks has people buzzing, especially on YouTube. Clips posted from Arizona to England and right next door in Manitoba, all showing folks alarmed by what sounds like a noise straight out of a science fiction flick. They've happened here and across the country. Mysterious booming noises that for the most part have gone unexplained. Despite the cost, however, NASA does need to test these engines once in a while. So they built this place, in the wetlands of Mississippi. The first thing they installed was a huge loudspeaker, through which they played white noise to simulate the sound of a rocket.
thing they installed was a huge loudspeaker, through which they played white noise to simulate the sound of a rocket. They even had to move 5 cemeteries, because the noise they were planning on making would wake the dead. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And, as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you, it's raining. That's unbelievable. He described this program of spraying chemical trails at high altitudes in so-called commanded airspace, where commercial flights are routed around and beneath tanker airplanes belonging to the U.S. Air Force. The theory is that chemtrails are being used in conjunction with HAARP. By spraying metal oxides into the air above enemy skies, then directing ELF waves from HAARP to heat those metal oxides, the temperature of the sky is raised to more than 100 degrees Fahrenheit, preventing the accumulation of water vapor that would otherwise form clouds and produce rainfall. The ELF waves HAARP produces bounce off the ionosphere and are able to curve around the Earth over the horizon to the ground, making any point on the globe well within reach. Ou HAARP, dirigé conjointement par l'armée de l'air et la marine des États-Unis. L'objectif de ce projet? Des recherches en communication. Mais pour nombre de scientifiques à travers le monde, dont le détenteur du brevet, ce programme a une autre capacité plus insidieuse. Une manipulation expérimentale de l'atmosphère dans le but de contrôler le climat. Bien que d'apparence banale, les capacités de ce réseau d'antennes sont incroyables. HAARP fait partie du nombre limité d'appareils capables de chauffer l'ionosphère terrestre. L'ionosphère est une couche supérieure de l'atmosphère composée de particules chargées et située à 144 km au-dessus de la surface de la Terre. Ces particules chargées ont une fonction très importante pour la planète. Elles détournent et absorbent les particules mortelles éjectées par le Soleil. Sans l'ionosphère, la vie telle qu'on la connaît disparaîtrait de la surface de la Terre. Mais cette première conception est le plus grand radiateur ionosphérique du monde. Il peut chauffer plus de 1000 km² d'ionosphère jusqu'à 50 000 degrés. C'est aussi un système à réseau phasé, ce qui signifie qu'on peut rediriger et l'orienter vers la destination voulue. Vous pouvez envoyer ces ondes où vous le voulez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en envoyant des radiofréquences dans l'ionosphère et en la ciblant comme ils le font avec ce type d'instrument, ils obtiennent un effet de réchauffement. Et ce réchauffement soulève l'ionosphère dans un diamètre de 50 km, ce qui modifie les systèmes de pression localisés et peut-être même le trajet des jet streams. Le fait de détourner un jet stream est un accomplissement monumental pour l'homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régler le système correctement. Les conséquences du réchauffement de l'ionosphère sur le long terme sont inconnues. La modification du climat à un endroit peut avoir un effet catastrophique sur le reste de la planète. HAARP a déjà été accusé de modifier le climat. En 2000, un article publié dans le Scientific American a révélé qu'un changement dans un jet stream au-dessus de Gacona en Alaska avait poussé les vents froids vers le sud, provoquant l'apparition d'une tornade en Floride. Les probabilités pour que HAARP soit utilisé comme arme de guerre s'amenuisent.
Imaginez que vous êtes face à une armée de 100 000 personnes et que vous avez la capacité de provoquer une inondation, un orage ou les pires conditions climatiques pendant des semaines, voire des mois. Vous pouvez facilement diminuer leur force. Mais cette arme multi-usage a d'autres propriétés extraordinaires. En utilisant la manipulation ionosphérique, elle peut brouiller la radio et les communications cellulaires de l'ennemi. Elle peut également servir à repérer, différencier et détruire les missiles ennemis. C'est à ça que vont ressembler les guerres du XXIe siècle. People living in the Australian town of Mooloolaba woke up on Monday to find parts of the small beach town in the state of Queensland covered in foam. The rough weather whisked through the Sunshine Coast and whipped up foam from the ocean. Central Queensland's already borne the brunt of tropical cyclone Oswald, with torrential rain and destructive winds bringing flooding and tornadoes to the east coast and inland. Oh look, there's a wave. Oh, there's a car! What a dickhead. Broke glass in these homes, smashing right through the walls. It just busted through a door over here! The ice was pushed ashore by strong winds. Now look at the terrifying wave from above. At times, it climbed to 3 feet deep. It's going right through their house! It's called an ice heave, and it happened in Manitoba, Canada this weekend too, where an incredible tsunami-like wave of ice destroyed a dozen two-story homes. Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem we can no longer be left to a future generation. God bless America. Hidden Magnetic Portals Around Earth. Presented by Science at NASA. A favorite theme of science fiction is the portal, an extraordinary opening in space or time that connects travelers to distant realms. A good portal is a shortcut, a guide, a door into the unknown, if only they actually existed. It turns out that they do, sort of, and a NASA-funded researcher at the University of Iowa has figured out how to find them.
X-points are where the crisscross takes place. The sudden joining of magnetic fields can propel jets of charged particles from the X-point, creating an electron diffusion region. To learn how to pinpoint these events, Scudder looked at data from a space probe that orbited Earth more than 10 years ago. Transporter un électroaimant de 60 tonnes destiné au Centre européen de recherche nucléaire à Genève n'est pas une petite affaire. Morat et Coppet auront été les étapes les plus difficiles de la randonnée du monstre qui l'a conduit du port de Bâle jusqu'à Genève où l'attend le cyclotron géant du CERN. Mysterious sight in the skies over Norway early this morning. A never-seen-before spiral of white light. Some said it had a blue tail. Norwegian newspapers have been bombarded with people who claim to have seen it. Question is, of course, what was it? Now, some of the guesses range from a Russian missile, which Russia is denying, by the way, to a comet or some other type of object. Which one's which, but in either case, the pentaquark is where 5 quarks are tightly bound together, something called the Greater Ritual of the Pentagram. And if you look at this, it's in the Book of Magic, Book 4, and it begins with the Kabbalistic cross, which you start with the touch of the forehead, then the touch of the heart, right shoulder, left shoulder, and then clasp the hands upon the breast. And there are different things you're supposed to say at each of these positions. Then you face east, and you invoke the pentagram spirit, and you make the sign of a portal, and you make the invoking pentagram of air and vibrate, and there's this whole involved process with the whole ritual. Now, one last thing before I go here, the pentagram ritual, the pentagram consists of 5 elements: earth, air, water, fire, and spirit. And what I find interesting is that biblically, there is a prerogative from Colossians 2:8. Let me read for you 2:8 and then also 2:20.
sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. Nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Para el seminario.